Bien, rebonjour à tous. Merci Emmanuel Vargon pour ce point très clair. J'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, pour ceux qui ont assisté en fait à la table ronde politique, la première bonne nouvelle, c'est que malgré le grand spectre de positions politiques qu'on avait, il y a une unanimité sur le fait qu'il faut faire l'électrification. Il faut accélérer l'électrification, il faut sortir des énergies fossiles. J'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous. La table ronde politique n'a absolument pas défloré le sujet de l'électrification et de comment on fait pour électrifier. Donc c'est bien, on va travailler sur des sujets totalement nouveaux. Alors, j'ai 5 personnes autour de la table qui sont d'éminents spécialistes, en tout cas des acteurs économiques, qui travaillent sur les problématiques d'électrification de près ou de loin, mais souvent de près. Et je vais vous les présenter. En tout cas, je vais leur donner la parole, chacun, en commençant peut-être par évoquer un certain nombre de chiffres qu'on trouve ici là, dans ces fiches qui ont été extrêmement bien faites. Je vous les recommande évidemment sur l'UFE, par l'UFE, notamment sur le fait qu'en termes d'électrification aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau attendu. Ça n'accélère pas. On a gagné 0,5 points d'électrification depuis 2019. On est aujourd'hui à 27%, on est censé être à 34% en 2030. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon vous, que cette accélération de l'électrification ne s'est pas produite, ou en tout cas ne se produit pas? Alors, Pierre Ardouin, je vais commencer par vous. Vous êtes le président d'Equans, France, pardon, président France d'Equans, il ne faut pas faire de... Vous avez raison, mais en tout cas, vous êtes une filiale de Bouygues. Vous travaillez étroitement auprès des industriels, des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises. Vous avez des solutions. Vous connaissez ces sujets d'électrification puisque vous les proposez à vos clients. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas? Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette question essentielle pour nous. Effectivement, Equans en France, nous sommes plus de 30 000, localisés dans plus de 800 entités sur le territoire, et donc nous sommes au cœur des problématiques de nos clients. Et pour répondre à cette question de façon factuelle, nous avons organisé en avril dernier un sondage avec Opinionway, et nous avons interrogé 500 entrepreneurs, patrons de TI, en leur posant exactement cette question. Pourquoi? Où en êtes-vous et pourquoi? Et là, les réponses, elles sont, je dirais, positives, parce qu'en fait, la question n'est plus sur est-ce qu'il faut, la question est comment. Et donc 90% aujourd'hui des ETI interrogés nous disent « Oui, je suis convaincu que l'électrification est la solution, et en plus, elle est compatible avec une rentabilité économique. » Donc c'est possible. La mauvaise nouvelle, c'est que 41% ont commencé. Donc déclaration d'intention, réalité, le grand écart. Alors que nous, industriels, nous savons que 80% de l'énergie nécessaire à l'industrie est électrifiable. Et donc la question c'est pourquoi vous n'êtes pas passé à l'action? Finalement, vous êtes convaincu, c'est possible. 3 sujets. Le premier, c'est je ne sais pas quoi faire. Électrifier, j'ai une entreprise, j'ai une société de transport, j'ai une industrie. Quelles sont les solutions? On parle de pompe à chaleur, on parle de récupération d'énergie, on parle de pilotage, on parle de PAC, on parle de plein de trucs. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin qu'on m'apprenne, j'ai besoin qu'on me dise comment bâtir une trajectoire de décarbonation. Deuxième sujet, une fois que j'ai identifié ce qu'il faut faire, il faut qu'on me dise comment faire. Parce qu'encore une fois, moi j'ai une entreprise, je dois produire, j'ai des clients, j'ai une activité, donc je dois me transformer. Et me transformer, c'est sur le papier facile. Dans la réalité, j'ai des salariés, des clients, une activité, une rentabilité, un BP, comment je fais? Donc concrètement, comment, une fois qu'on sait quoi faire, comment on le fait? Et puis le troisième sujet, qui est peut-être plus aujourd'hui au cœur des débats de ce matin, c'est, moi je suis un industriel. Donc un industriel, ça a un BP. Un BP, ça a des flux d'achat et des flux de vente. Donc ça a besoin de stabilité. Ça a besoin de stabilité dans son environnement normatif, ça a besoin de stabilité dans son environnement de financement. Quand il y a des C2E, on garde les C2E. On ne les change pas tous les 2 ans. Parce que des C2E, c'est dans un BP, c'est prévu. Et puis, j'ai besoin de stabilité dans mes coûts d'achat. Donc j'ai besoin d'un prix de l'énergie qui est stable. Et les derniers événements, je ne vais pas revenir dessus, mais ont montré que l'énergie en France, l'électricité, est éminemment stable. C'est un facteur essentiellement déterminant. Donc voilà, si vous m'aidez à identifier ce que je dois faire, ce que je peux faire compte tenu de ma production, me dire comment je peux faire
pour réaliser la continuité de mon activité et me trouver de la stabilité normative et de financement, eh bien, si mon bébé tourne, je vais passer à la décision et je vais y aller. Voilà ce que nous disent nos clients à travers ce sondage et de façon très concrète au quotidien dans chacune de mes équipes sur le territoire français. Merci beaucoup Pierre. Vous allez nous dire tout à l'heure si justement vous avez, vous, les solutions, en tout cas si elles existent. Je vais me tourner vers Pierre-Étienne Franc, qui est le directeur général d'I24, qui est un gestionnaire d'actifs, on peut le dire comme ça, spécialisé dans le monde de l'hydrogène. Vous avez eu quelques défenseurs de l'hydrogène dans la table ronde politique tout à l'heure. Moins qu'il y a 5 ans. Ah oui, bah oui, parce que c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est très illustratif du problème que nous avons, mais on va y venir. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'hydrogène est un des vecteurs de la décarbonation et en général, pour faire de l'hydrogène de manière décarbonée et propre, soit on le fait à base de gaz naturel et on capture le carbone, donc là on n'électrifie pas, soit dans la plupart des cas, et c'est ce que l'on essaye de faire en général, on utilise l'électricité et on casse la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène. Donc c'est une énergie secondaire, mais c'est un vecteur qui est utile parce qu'il y a un certain nombre d'industries qu'on ne peut pas décarboner juste avec de l'électron et pour lesquelles il faut apporter une composante de process qui soit propre ou une composante de chaleur supérieure qui amène l'hydrogène dans la combustion, dans la réaction de process qui peut avoir lieu dans un procédé ou un autre, notamment dans l'acier. Certains types d'acier plat ne peuvent pas se faire sans une décarbonation à l'hydrogène. Dans la fabrication d'engrais, aujourd'hui nous dépendons principalement des engrais russes, puisque les engrais se font à base de gaz naturel et que l'autre manière de le faire, c'est de le faire avec de l'hydrogène fait de manière verte. Et comme le gaz naturel russe est très compétitif, c'est lui qui est en train de prendre la main sur nos fabrications locales. On a le même sujet sur toute l'économie circulaire qui nécessiterait d'améliorer les rapports entre les sources de déchets plus ou moins structurées en termes de chaînes de molécules carbone-hydrogène, en rajoutant de l'hydrogène ou en rajoutant du carbone et donc en alimentant la capacité de faire des fioles de synthèse. Donc l'hydrogène est un complément critique de l'électrification et passe par l'électrification massive. Alors, on a dit ça, on pourrait dire que ce n'est pas très grave. Sauf que, petit 1, ça marche et ça se développe beaucoup plus vite ailleurs. Non seulement ailleurs proche de chez nous, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les pays du Nord, et ça se développe sur des projets de taille, puisqu'on parle notamment de production d'hydrogène, en ce qui nous concerne là, sur le sujet du colloque d'aujourd'hui, sur des tailles qui sont passées en 6 ans de quelques mégawatts de capacité à plusieurs centaines de mégawatts, donc une maturité technologique comme il n'en a jamais eu dans l'histoire des technologies, et donc une vitesse en fait qui, malgré les déceptions, est très importante. Ça se développe aussi évidemment en Chine, qui a pris le contrôle absolu de toute la filière, avec non seulement des capacités qui vont plus vite, mais des prix évidemment bien plus compétitifs que nous. Et la Chine, qui a le même agenda que l'Europe, c'est-à-dire qui n'a pas le choix pour son autonomie stratégique que de se décarboner à grande vitesse, et qui déploie des centaines de gigawatts chaque année de renouvelables, mais aussi des dizaines de gigawatts de nucléaire, déploie l'hydrogène parce que c'est le vecteur qui lui permet de faire ce que les industries fossiles font par ailleurs. Et puis, le troisième problème, ou le deuxième problème, qui est lié, en plus du fait que nous sommes en retard sur les autres pays d'Europe et la plupart des grands pays du monde qui ont choisi cette technologie, c'est que si on veut électrifier effectivement de plus en plus le pays, notamment pour décarboner certains usages, mais aussi pour basculer sur des fuels de synthèse et renforcer notre autonomie stratégique, eh bien, on a besoin d'hydrogène. Et aujourd'hui, quand on fait les analyses de la dernière PPE et de ce qui nous manque comme demande électrique pour soutenir le plan de progression et de renouvellement de l'industrie nucléaire, mais aussi du renouvelable, les solutions qui sont dérivées de l'hydrogène représentent 30% de la croissance de demande qui nous manque. Et donc si on ne débloque pas et si on ne déboucle pas les besoins en hydrogène, on ne déboucle pas l'équation énergétique du pays de croissance de sa demande qui permet de développer l'offre. Et donc c'est un sujet que les gens oublient, c'est d'ailleurs une petite parenthèse, le grand retour du nucléaire comme énergie acceptée, acceptable que l'Europe doit développer est le produit d'une réglementation de la Commission qui l'a remise au goût du jour en disant parce que ça permet de fabriquer de l'hydrogène, accessoirement. Donc aujourd'hui l'hydrogène a besoin de l'énergie nucléaire et de l'énergie renouvelable en France. Et effectivement, c'est un pays qui pourrait être très intéressant pour produire un certain nombre de matières stratégiques ou d'industries stratégiques.
Les fuels de synthèse, une fois de plus, c'est là où il y a 30% des projets de fuels de synthèse en Europe sont en France, et pour cause, parce qu'on a le mix nucléaire renouvelable qui est très intéressant. Et le troisième problème qui est spécifique à la France, et là c'est un petit paradoxe, et je me tourne vers mon collègue de droite, c'est que lorsque la filière a été développée de manière assez forte par le gouvernement français au même rythme que les autres pays européens, les principaux équipementiers de la filière servaient l'industrie automobile, puisque l'hydrogène, comme chacun sait, a aussi un intérêt pour la mobilité, notamment intensive et lourde. Mais à la fois les allers-retours des décisions gouvernementales sur l'aide du déploiement en volume et les sorties de route de certains de vos confrères, pourtant leaders de filière sur le sujet, ont littéralement planté une partie de la filière. Vous pouvez préciser, parce que tout le monde... Stellantis, qui était un petit acteur automobile international aujourd'hui, absolument. Mais vous aussi, Romain, vous avez arrêté. On décidé d'arrêter le déploiement des véhicules utilitaires légers qui étaient en plein essor, basés sur les piles à combustible, parce que cela permet de faire des autonomies plus importantes. Enfin, il y a pas mal d'avantages, ça a aussi des inconvénients. Du coup, les équipementiers qui se préparaient à fournir ces grands constructeurs se sont retrouvés en rate de demande. Donc une partie de la filière est plantée, et du coup, on jette un peu le reste avec l'eau du bain, alors que le développement de cette filière permettrait d'alimenter le plan stratégique français de réélectrification de l'ensemble de ces industries et services. On viendra sur les solutions après. Absolument. Merci Pierre-Étienne. Donc on a bien compris, l'hydrogène, ça sert notamment à électrifier toutes les 50% fossiles qu'on ne sait pas encore totalement bien électrifier. Céline Stein, vous êtes la présidente d'Octopus Énergie France et directrice générale également. Quelque part, vous faites du B2B et du B2C. Donc là, pour le coup, vous êtes en relation directe avec les clients, y compris les ménages. Et puis, vous offrez évidemment des solutions d'électrification en tant que fournisseur d'énergie. Je ne sais pas si on vous dit encore fournisseur alternatif. Vous avez envie de proposer des choses innovantes à vos clients en matière d'électrification. Comment ça se passe? Quels sont les freins? Oui, merci déjà à l'UFE de nous avoir invités sur une table ronde d'électrification, parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu niche, on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Donc c'est bien qu'on puisse remettre ça tous ensemble sur le devant de la scène. Et tu as déjà très bien rappelé ce que fait Octopus, mais pour les quelques-uns qui ne connaissent pas encore, on est une entreprise tech qui fait de l'énergie. Et notre rôle, on est présent sur toute la chaîne aussi sur la production. Et notre rôle, c'est vraiment d'amener cette brique technologique qui peut rendre l'électrification désirable et qui peut nous permettre d'aller plus loin. Mais d'abord, on va parler des problèmes et du contexte. Ce que nous, on voit, évidemment, on est présent sur les deux côtés. Donc, en industrialisation, il y a déjà 75% des usages qui ont les technologies pour être électrifiés. Ce qu'on voit aussi, c'est des clients entreprises qui ont déjà passé ce pas ou qui sont dans comme des data centers, mais qui ont des problèmes de raccordement et de rapidité de raccordement. Et la France essaye d'être plus compétitif que les pays voisins pour qu'ils viennent plutôt s'installer chez nous, vu qu'on a la chance d'avoir une électricité qui est quand même décarbonée et pas chère, on l'a tous dit. Et du côté particulier, on voit qu'on commence à arriver vers des usages de plus en plus électrifiés. Je pense que Jérôme va le dire, mais le réseau de bornes de recharge en France, il est maintenant massif, il est mature. Et on voit à chaque crise, et on l'a vu récemment, Monsieur Lescure l'a encore rappelé, les gens se jettent sur la voiture électrique et c'est très bien. Il y a encore un sujet de recharge à domicile dont on parlera plus tard. Et après, il y a le sujet, on combat tous contre les idées reçues. Il ne faut pas autant de temps pour un véhicule électrique pour se charger que de temps pour récupérer un rendez-vous en mairie pour avoir son passeport, par exemple. Il ne faut pas autant de temps. Une pompe à chaleur, par exemple, ne fait pas autant de bruit qu'un Airbus ou même une Renault 5 quand elle démarre et qu'elle n'est pas électrique encore. Nous, nos pompes à chaleur COSI, parce qu'on fabrique aussi nos propres pompes à chaleur, elles font le même bruit qu'un réfrigérateur au fond de votre cuisine. Donc il n'y a plus de raison de s'engueuler avec vos voisins, en tout cas sur ce sujet-là. Et c'est aussi combattre toutes ces idées reçues. Et sur le sujet des pompes à chaleur, c'est aussi pour les ménages d'arriver à faire le pas de cet investissement, parce qu'il y a quand même un reste à charge qui est conséquent. Et puis il y a la filière, on va peut-être en parler aussi, mais des installateurs et vraiment cette formation de cette filière-là également. Et après, je voulais aussi parler photovoltaïque, parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas vraiment de l'électrification, mais ce qu'on voit quand les gens ont du photovoltaïque chez eux, ils ont une tendance à plutôt électrifier aussi leurs usages. Ils vont plus facilement aller vers le véhicule électrique, vers la pompe à chaleur. Et en plus, on ne peut pas parler photovoltaïque sans batterie. Et donc, il y a un vrai sujet batterie, parce que le photovoltaïque sans batterie, c'est un peu comme la baguette sans fromage.
c'est sympa, mais ça ne révèle pas tout le potentiel. Donc voilà. Merci Céline. Donc un écosystème global qui va contribuer à l'électrification. Quand on parle d'écosystème, donc ça parle aussi des matériels. On a la chance d'avoir Guillaume Texier, qui est le CEO de Rexel, qui est le leader mondial de la distribution électrique. En tout cas, on a la chance en France d'avoir, c'est pas très connu, mais d'avoir des leaders mondiaux dans tout ce qui est matériel électrique. On a Schneider, on a Rexel, on a Sonepar, on en a d'autres. Vous êtes au cœur de l'électrification. Donc vous voyez normalement depuis le terrain ce qui pose problème aujourd'hui sur le déploiement de ces nouvelles solutions. Oui. Alors d'abord, merci à l'UFE de m'avoir invité, parce que finalement, on n'est ni un producteur d'électricité, ni un consommateur d'électricité. On est un des maillons de cette chaîne de l'électrification des usages. Mais c'est vrai parce qu'on a une vision panoramique des choses. On parle à la fois du résidentiel, du non-résidentiel, de l'industriel, parce qu'on le fait de manière très granulaire en allant dans les territoires. On a une bonne vision, je crois, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et puis, par ailleurs, on peut faire des comparaisons internationales, puisque chez nous, la France, ça représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Donc on voit ce qui se passe dans d'autres pays, et on n'est pas les seuls pays, on n'est pas le seul pays à aller dans la direction de l'électrification des usages. Donc merci de me donner l'occasion de donner notre point de vue là-dessus. Peut-être un mot pour dire que d'abord, je me sens à un bon moment de l'électrification. Il y a un an de ça, j'avais signé une tribune sur l'électrification des usages. J'avais l'impression que c'était un peu un cheveu sur la soupe. Aujourd'hui, malgré tout, ce sujet est redevenu un petit peu plus à la mode. Alors j'étais un peu déçu ce matin. C'est vrai que dans les 5 minutes de temps imparti, beaucoup des politiques et surtout parlaient de l'arbitrage entre moyens de production et très peu d'électrification des usages. Et je pense que là-dessus, il y a des priorités à remettre en ordre. Mais malgré tout, c'est un petit peu un âge d'or de l'électrification. Et pour moi, je suis un peu ému, c'est la première fois dans ma carrière que j'ai l'impression d'être à la mode. Et donc j'en profite, mais à la fois, je sais que les âges d'or, les modes, ça ne dure pas éternellement. Ça ne dure pas éternellement, et nous, on a vécu l'âge d'or, d'une certaine manière, de l'électrification des usages, post-2022, dans pas mal de pays d'Europe, dans lequel il y a eu à la fois un grand appel d'air sur le photovoltaïque, qui n'est pas non plus vraiment d'électrification des usages, mais malgré tout, de la pompe à chaleur, du véhicule électrique, à la suite du début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça s'est très bien passé pendant un an, entre 2022 et 2023. Et puis ensuite, on a eu le retour de bâton, qui est que l'ensemble de ces marchés se sont effondrés dans pas mal de pays d'Europe, de manière plus ou moins forte en fonction des attitudes des gouvernements, mais de manière générale, le soufflet est retombé. Et pour moi, c'est un des grands enjeux de ce moment, c'est de profiter de cet âge d'or pour enclencher une dynamique qui ne soit pas une dynamique de stop and go qui épuise la filière, mais une dynamique d'accélération progressive. Et donc, c'est pour moi le grand enjeu. Alors après, quand on revient au frein à l'électrification, je crois que je vais être dans la répétition un petit peu, parce que là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de recette magique. Il y en a un, et j'insiste beaucoup là-dessus, qui est effectivement la pédagogie. La pédagogie, les fausses vérités, l'information des clients. Et plus on s'éloigne de Paris et plus le client est petit, plus cet impératif de pédagogie est grand, plus les fausses idées ont cours. Et effectivement, mon ADN d'ingénieur parfois sursaute quand je vois un certain nombre de partis pris, de prises de position sur certaines technologies qui, effectivement, ne sont pas du tout en ligne avec l'évolution des technologies, parce que c'est l'autre aspect des choses, c'est que les technologies d'électrification des usages ont énormément évolué au cours des 10 dernières années. Et notamment sur un point essentiel qui est l'équation économique. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de technologie, le payback n'était pas là. Et donc il fallait véritablement être convaincu, il fallait vraiment avoir envie de protéger la planète pour aller dans cette direction-là. Aujourd'hui, sur de la pompe à chaleur dans certains usages, sur de la mobilité électrique dans pas mal d'usages, sur de la génération photovoltaïque, on est proche de l'équation économique, et le seul frein qui reste à lever, c'est un frein d'investissement au départ, mais ce n'est pas un frein de retour sur investissement total. Et ça, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à l'expliquer. On a encore le sentiment, plus on va loin de Paris, que c'est une technologie pour les riches, pour les aisés, et qui ne fonctionne pas pour adresser des besoins différents. Ça, c'est le premier point, pédagogie. Et le deuxième point, effectivement, c'est on meurt d'absence de stabilité de l'environnement. Que ce soit un environnement de politique publique, de politique de soutien, que ce soit un environnement de prix, il y a une grande perplexité de l'ensemble de l'écosystème par rapport à un environnement qui change chaque année. Et je dois vous dire que nous, on le voit de manière peut-être encore plus intense dans la partie la plus granulaire et la plus B2C de notre environnement, qui est la partie pompe à chaleur, chargeur de véhicules électriques, dans lequel on s'épuise, puisqu'on est l'intermédiaire entre nos fournisseurs de matériel et les artisans,
à expliquer aux artisans électriciens qui sont franchement assez conservateurs sur le fond, hein, on essaie de leur expliquer qu'il faut aller vendre ces technologies à leurs propres clients. Au bout de formation, d'aide, de systèmes, de services pour les aider à leur mettre le pied à l'étrier, on finit par les convaincre pour que 2 mois après, le système d'aide change, on invente une nouvelle équation et finalement on perde totalement l'élan qui leur avait été donné. Donc ces 2 mots pour moi sont très importants, pédagogie d'un côté et puis stabilité de l'autre. Très très clair. Merci beaucoup Guillaume Texier. Jérôme Faton, alors vous êtes Vice President Customer Experience et Énergie, vous allez nous expliquer le lien entre les deux. Chez Renault Group, qui est une entreprise qu'on ne présente plus évidemment, vous êtes face à un défi immense qui est l'électrification de l'industrie automobile. Racontez-nous, vous, comment vous vivez cette électrification. Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Alors, merci de vos questions et de cette invitation, ce bel événement. La première question, le lien entre l'énergie et l'expérience client, il est assez simple en fait. La recharge d'une voiture électrique, c'est un élément absolument clé de l'expérience client. Donc avoir réuni ces deux activités, il y a une forme de logique. Alors je vais essayer d'apporter, dans la continuité de ce que vous disiez d'ailleurs, une forme de touche d'optimisme par rapport au constat que vous faisiez au départ. Parce que dans l'automobile, on est véritablement à un point d'inflexion et d'accélération de l'électrification. Et il est temps, parce que Renault investit depuis plus de 15 ans dans la voiture électrique, et on est bien content de voir ce mouvement s'amplifier, surtout qu'on est leader, clairement leader, en France notamment. Alors pourquoi les choses bougent? Longtemps, en fait, la voiture électrique, ça a été soit un objet de militantisme, je dirais, parce qu'il y avait évidemment une vertu environnementale très forte, soit ça s'adressait à des gens qui cherchaient un produit très très technologique, mais c'était des produits qui étaient assez chers. Et il y avait un écart assez fort entre le coût d'une voiture électrique et d'une voiture thermique. Ça, c'est le premier élément, premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'était la qualité de l'infrastructure de recharge. C'était compliqué de faire des longs trajets en voiture électrique. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça est en train de changer à une vitesse extrêmement rapide. On a enfin des produits qui sont au cœur du marché et qui répondent aux aspirations des consommateurs. C'est notamment le cas chez Renault avec la Renault 5, la Renault 4, mais aussi le Scénic, qui par exemple est la première voiture vendue à flotte. C'est le cas aussi de la Twingo, qui permet d'avoir une offre très compétitive et très intéressante à moins de 20 000 euros. Voilà, donc on a enfin les produits au cœur du marché et il n'y a plus de décalage entre la voiture thermique et la voiture électrique. L'infrastructure de recharge, c'est un petit peu la même chose. Que ce soit pour la recharge à domicile ou au bureau, qui, je le rappelle, constitue l'ensemble, la grande majorité, des sessions de recharge, ou la recharge en itinérance, les choses ont progressé extrêmement rapidement. Voilà, donc on est confiant. Aujourd'hui, plus de 30% des immatriculations de la marque Renault sont des voitures électriques. Quand on regarde nos commandes dans les 3 derniers mois, c'est un chiffre qui est bien supérieur, évidemment aidé par la conjoncture internationale. Et on se rend compte finalement que la voiture électrique, elle répond à 3 enjeux. Le premier, c'est l'enjeu environnemental, et ça c'est vrai depuis toujours, quelles que soient certaines idées reçues qu'on peut avoir parfois. Le bilan environnemental d'une voiture électrique est bien plus favorable qu'une voiture thermique, notamment dans un pays comme la France où on a une électricité décarbonée pour l'usage. Donc le premier enjeu, l'enjeu environnemental. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu du pouvoir d'achat. Faire 100 km en voiture électrique, ça coûte entre 3 et 4 euros, alors que faire 100 km en voiture thermique aujourd'hui avec le diesel à 2,10 € ou 2,20 €, c'est plutôt 11 ou 12 euros. Donc c'est un rapport de 1 à 3. Et puis il y a bien sûr le défi de la souveraineté qui, je pense, est de plus en plus audible et de plus en plus prégnant chez les consommateurs et en particulier chez nos clients. Voilà, donc nous on est relativement confiants. Ce qu'il faut, c'est continuer à bien structurer la filière pour réduire la dépendance notamment à la Chine. Je rappelle que la plupart de nos voitures électriques sont fabriquées en France. Je rappelle aussi qu'on a localisé tout un tissu de fournisseurs en France, notamment une usine de batterie à côté de notre usine de Douai. Voilà, donc c'est une transformation majeure pour nous de toute notre chaîne de valeur. Renault est parti plus que lancé, puisqu'on a fait ce choix depuis maintenant longtemps, et on est très content que ça porte enfin ses fruits. Merci beaucoup Jérôme. Je vais vous demander juste de préciser ce que vous avez dit. Je ne sais pas si ça a infusé auprès de l'ensemble du public. Ce que vous avez dit, c'est que depuis 3 mois, et donc depuis le déclenchement de la guerre, il y a eu un changement dans les comportements des clients qui aujourd'hui achètent beaucoup plus électrique qu'avant, et dans des
dimension non négligeable. Tout à fait. En fait, on a la chance chez Renault d'avoir une espèce de concomitance entre le lancement de produits très importants pour nous, comme la Twingo, comme de nouvelles versions de la Renault 4, comme la montée en puissance de la Renault 5, et les événements internationaux qui sont des événements malheureux, évidemment, mais cette concomitance fait en sorte qu'on a les bons produits au bon moment. Et donc, effectivement, dans nos prises de commande, on est très impressionné par la part de la voiture électrique. Donc, ça ne durera peut-être pas à ce niveau-là éternellement, mais on est persuadé qu'on a franchi un cap et que de toute évidence, on ne reviendra jamais au point, finalement, pré-guerre en Iran. Et donc, ce n'est pas une mode. Pierre, vous nous disiez tout à l'heure, nous, on a les solutions. Et en plus de ça, aujourd'hui, le payback existe. C'est vrai ? Oui. Les solutions, aujourd'hui, elles sont matures. Tu évoquais tout à l'heure ton rêve, il y a quelques années, d'être maintenant à la mode. Oui, les solutions, elles sont matures. Nous, notre job chez Equans, c'est de mettre en œuvre. À la base, nous sommes des électriciens, des climaticiens, des thermiciens, et nous concevons, installons et maintenant des solutions pour l'industrie, pour les villes, pour le tertiaire. Et donc, les solutions, elles existent. Donc, le premier défi qu'il faut relever, c'est expliquer qu'elles existent et qu'est-ce qu'il faut choisir. Et là, basé sur ce que l'on fait au quotidien, on a un prisme assez simple. Quand on va voir un industriel, on lui dit, pour optimiser ton énergie, te décarboner, électrifier, on va regarder 3 angles. Il faut consommer moins, c'est basique. Il faut consommer décarboné et il faut consommer flexible. Et on va passer au screen son asset pour regarder. Consommer moins, ça veut dire dans le tertiaire, installer des systèmes, tout simplement installer ou régler des systèmes d'optimisation de GTC et GTB. Ça veut dire installer des packs pour enlever le gaz et de mettre de l'électricité. Ça veut dire peut-être dans les bâtiments publics, quand j'en juge par la chaleur qu'on a aujourd'hui, avoir un plan pour faire ça. Donc consommer moins, c'est trouver la solution pour que la même production nécessite moins d'énergie. Ça veut dire dans l'industrie, faire de la récupération d'énergie. Beaucoup d'énergie aujourd'hui part aux petits oiseaux, en énergie thermique, on la récupère, on la réinjecte dans le process. Dans certaines industries hautement consommatrices de chaud et de froid, avant on fabriquait du chaud et du froid, et bien maintenant le chaud crée du froid qu'on récupère et qu'on réinjecte dans le process. Donc le consommer moins, qu'on soit dans le tertiaire, dans l'industrie, il existe des solutions d'optimisation, de recyclage de l'énergie pour être plus efficace. Le consommer décarboné, eh bien c'est de regarder partout où il y a du gaz et de remplacer par de l'électricité. Et là, il y en a partout. Des packs aujourd'hui industriels avec des rendements de 4 pour 200 degrés, on en trouve et ça marche. Et le consommer flexible, c'est le plus sophistiqué mais le plus intéressant. Et c'est dans cette ère qu'on est en train de rentrer. C'est de consommer la bonne source d'énergie au bon moment en fonction de son prix, de sa disponibilité et de ce dont on a besoin. Et donc ça veut dire stocker. Ça veut par exemple dire stocker de la chaleur pour l'utiliser quand on en aura besoin. On a aujourd'hui des solutions de stockage de chaleur pour plusieurs heures, pour la produire quand elle ne coûte pas cher et la réinjecter quand on en a besoin. Ça veut dire stocker de l'électricité sous forme électrique ou hydrogène. Stocker, ça veut dire aller chercher entre le photovoltaïque et le réseau en fonction du prix et des besoins que nous avons. Et donc là, c'est de l'IA, c'est du soft et c'est de la techno et ça marche. Donc on passe en crible ce consommer moins, consommer décarboné, électrique, et consommer flexible. Et on est capable de bâtir une roadmap indiquant à un industriel, voilà, pour gagner 20, 30, parce qu'on parle de ça, %, il faut faire ça, puis ça, puis ça. C'est notre métier, on le fait au quotidien. Donc les solutions, elles existent, elles sont matures. Et puis après, il faut trouver le bon payback. Il faut trouver le bon financement. Et aujourd'hui, ça a été évoqué, on trouve... Alors, le gaz, il n'est parfois pas assez cher. Je ne sais pas si c'est le prix d'électricité, mais un gaz à 55 € du mégawattheure, ça fait des paybacks sur les packs à 7 ans s'il faut payer le CAPEX. Mais avec les C2E, les fonds chaleur, on arrive à descendre. Et donc, on arrive au-dessus de 55 à trouver de très bons paybacks qui font que les projets se prennent. Si le gaz descend trop bas, ça devient plus compliqué. Mais les solutions existent. Et donc, pour les aider à faire ça, on a créé une entreprise qui s'appelle Carbon Shift, dont le job est de faire ces plans de décarbo et les plans de financement qui vont derrière. Et ça marche. Ça marche parce qu'on rend concret, c'est notre job, des solutions qui existent, qui marchent, et on peut monter des plans de financement pour les rendre acceptables. Donc oui, ça marche, ça existe, et on a des solutions pour les aider. À la condition, comme vous venez de le dire, qu'on soit pédagogue et qu'on accompagne en fait les clients qui vont être obligés effectivement de fonctionner un peu différemment de ce qu'ils ont eu l'habitude de faire. Exactement. Il faut beaucoup de pédagogie, il faut enlever les idées reçues. On est aussi membre d'Electrifab, une démarche qui a été faite par l'ADEME pour promouvoir les solutions d'électrification dans l'industrie, montrer ce qui existe
démystifier. Ce sont des solutions matures aujourd'hui, qui existent et qu'on sait faire et qu'on fait à centaines d'exemplaires tous les ans. Merci beaucoup, Pierre. Je vais revenir vers Guillaume, puisque tout à l'heure, Guillaume parlait effectivement de cette question de pédagogie. Vous n'êtes pas en contact direct avec les clients, donc vous êtes obligé en tout cas de trouver un intermédiaire. Vous avez des intermédiaires qui sont, vous me le disiez lors de la réunion de préparation, qui sont les artisans électriques, qui vont être a priori partie prenante justement de cette question de pédagogie. Alors, tout dépend. Parfois, on est en contact avec le client final, mais très souvent, c'est à travers des installateurs, qu'ils soient petits, les artisans installateurs, ou qu'ils soient gros, comme Equans, par exemple. Et donc, moi, ce qui me frappe dans cette histoire de pédagogie, c'est que finalement, je pense que sur des grands sujets, sur des acteurs industriels en particulier, sur des technologies qui existent aujourd'hui, on arrivera parce qu'il y a une logique économique et parce qu'il y a des gens qui sont éduqués à ça, à faire passer l'ensemble, à convaincre le système d'aller dans cette direction. Il faudra un peu de temps, il faudra de la pédagogie, il faudra de l'effort, mais on y arrivera. Moi, ce qui me frappe, c'est que sur la partie la plus granulaire de notre activité, la partie qui s'adresse plutôt au secteur résidentiel, là, on n'a pas encore complètement trouvé la solution. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la pédagogie des solutions, sur la mise à jour du logiciel technique et du logiciel de payback, sur expliquer comment ça fonctionne. Là-dessus, il me semble qu'un des angles morts qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a insuffisamment mobilisé ces artisans installateurs. Aujourd'hui, je vous le disais, un artisan électricien, il est programmé pour rentrer chez quelqu'un, faire un tableau électrique, s'en aller et ne plus en entendre parler pendant 10 ans. C'est ce dont il a envie. Il a été formé à de la sécurité. Et donc, pour le pousser à aller expliquer les vertus d'une pompe à chaleur, les vertus d'un chargeur de véhicule électrique, éventuellement d'un système de batterie pour optimiser tout ça, avec des panneaux photovoltaïques, c'est un effort difficile. Mais je crois par ailleurs que l'artisan, oui, je pense qu'on fera tous des efforts, je pense que l'UFE fera des campagnes d'information, Rexel participera, et on ira tous dans la direction de populariser l'électrification. Mais à la fin de la fin, moi, ce qui me frappe, c'est que celui à qui on fait confiance sur le terrain, c'est très souvent l'artisan installateur. C'est à lui qu'on va demander des conseils sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, qui sont les acteurs à qui je peux m'adresser, quelles sont les technologies qui sont fiables. C'est lui qui sera le tiers de confiance dans beaucoup de cas. Et c'est lui aussi qui aura finalement l'opportunité de vendre ces solutions à quelqu'un qui voulait simplement remplacer sa chaudière à gaz, par exemple, et qui n'avait pas l'idée particulièrement d'aller vers de la pompe à chaleur ou sur d'autres technologies. Et là-dessus, ce qui me frappe, c'est qu'on exploite relativement peu ce gisement de pédagogie à ce stade. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu de mobilisation de ce corps social qui est puissant, qui est crédible et qui a le pouvoir de faire accélérer l'électrification granulaire. Et puis, puisqu'on parlait de solutions, moi, un autre angle dont on a parlé à de nombreuses reprises, mais je vais le faire en 2 minutes, c'est la stabilité. Moi, j'engage, il y a peut-être dans cette salle des gens qui, dans un prochain gouvernement, seront ministres, seront conseillers ministériels. Et moi, je dis une chose, c'est que le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est toujours tentant de vouloir optimiser un système, de changer tel système d'aide, d'en inventer un nouveau beaucoup plus intelligent pour réparer une erreur qu'on a faite ou un écueil qu'on a vu dans le système précédent, pour économiser un peu d'argent, etc. Moi, j'ai le sentiment que véritablement, ce genre de choses tue la filière, tue les anticipations, que ce soit dans la partie système d'aide ou que ce soit dans la partie stabilité des prix. Par ailleurs, on en parlait, il faut une certaine visibilité sur le futur pour pouvoir investir. Donc, s'il vous plaît, pas de créativité s'il y a un message que je peux envoyer, et méfions-nous du mieux. Le message est envoyé, je pense que vous n'êtes pas les seuls, vous êtes quand même assez consensuel sur le sujet de maintenir une réglementation globalement assez stable. Céline, on a beaucoup parlé d'un terme qu'on aime beaucoup évidemment au sein de l'UFE et au sein du système électrique, y compris chez les opérateurs de réseau, qui est la flexibilité. Je me rends compte, moi personnellement, que quand je parle à Monsieur Tout-le-Monde de flexibilité, il ne sait absolument pas ce que c'est. Donc, comment vous faites pour ajouter de la flexibilité au système, vendre de la flexibilité tout en le faisant comprendre de façon à peu près naturelle à vos clients? On voit que c'est une table ronde plus consensuelle que la dernière avec les politiques, parce qu'effectivement, on a déjà parlé flexibilité avec les industriels et pédagogie. Et pour moi, il y a aussi la flexibilité, effectivement, chez nos clients en particulier, la flexibilité qu'on appelle diffuse.
Et là, c'est notre rôle en tant que fournisseur qui avons accès à ces clients et en tant qu'installateur de solutions d'électrification, d'être pédagogue et de les faire participer à la flexibilité d'une manière fun, d'une manière positive et surtout qui leur fait gagner de l'argent parce qu'à un moment, c'est quand même ça qui va les emmener dans cette route-là. Par exemple, si on prend les véhicules électriques, on a dit que c'est 3 à 4 fois moins cher qu'un véhicule thermique. Nous, quand on pilote la recharge d'un véhicule électrique d'un de nos clients, donc c'est nous qui allons décider quand on déclenche la recharge, bien sûr en respectant les contraintes du client, le client payera 10 fois moins cher qu'avec un véhicule thermique. Donc le gain de pouvoir d'achat est encore supérieur. Pour les pompes à chaleur, c'est 40% moins cher qu'une chaudière à gaz. Si on la pilote, c'est 20% de moins. Donc c'est 60% moins cher qu'une chaudière à gaz. Donc il y a une vraie valeur à piloter. On n'installe plus, nous, je le disais avant, de panneaux photovoltaïques sans mettre une batterie avec les panneaux. Quand on fait cette installation, la première année d'électricité est gratuite pour nos clients. Et ça, malgré toutes les aides un peu fluctuantes de l'État actuellement, on peut se le permettre parce qu'il y a le pilotage. Et c'est là qu'il faut amener tout ce pilotage diffus et l'entraîner. Et d'ailleurs, hier, on a annoncé qu'on lançait nos propres batteries plug and play pour que ce soit simple pour les clients. Ils peuvent juste les connecter avec une prise électrique pour avoir vraiment cette flexibilité diffuse partout en France. Parce qu'un foyer sur le réseau français, c'est rien, mais tous les foyers français mis ensemble, là, ça a un vrai impact. Et nous, ce qu'on va faire pour inciter les clients, c'est qu'on va soit juste faire de la gamification, des heures gratuites, par exemple, en ce moment, l'après-midi, c'est gratuit pour nos clients. On sait pourquoi. L'hiver, on va leur donner des euros quand ils réduisent leur pointe de consommation. Ça va être aller plus loin avec des heures, typiquement super creuses, etc., des offres super creuses pour les utilisateurs de véhicules électriques. Ou juste leur dire, on va piloter vos usages pour vous et vous n'avez rien à faire. Et là, c'est zéro effort et en plus, ils gagnent de l'argent. On pilote leur ballon d'eau chaude, on pilote leur bande de recharge, etc. Et là, il y a aussi toute la pédagogie qui arrive. On fait des forfaits illimités. Vous rechargez en illimité et vous n'avez pas à réfléchir. Et c'est un peu ce vers quoi la téléphonie a été aussi. Et ça nous permet maintenant d'installer de plus en plus de maisons sans facture. On installe des maisons où pendant 10 ans, les clients ne payent plus de facture d'électricité. Et on voit que tous les candidats ou tous les partis qui étaient représentés, en tout cas tout à l'heure, ils voulaient tous baisser la facture des Français, mais ils avaient l'air de tous un peu pas vraiment savoir comment y aller. Et nous, on construit déjà, dès aujourd'hui, des maisons en France où on ne paye pas de facture d'électricité pendant 10 ans. Parce que pour les clients particuliers, c'est vraiment ça, le futur de l'énergie, si on met de la flexibilité, si on met du pilotage. Et même pour les clients industriels, on vient nous aider, par exemple, des data centers à se raccorder au réseau en mettant la flexibilité des résidents autour du data center au service de ce data center. Et donc, on peut aller vraiment plus loin là-dessus. Vous pouvez expliquer en 2 mots comment vous faites pour construire une maison qui n'a pas de facture d'électricité parce que ça a l'air un peu magique comme ça. Alors évidemment, c'est souvent des maisons neuves où vraiment qu'on va rénover parce qu'il faut évidemment que ce soit une maison bien isolée. Hein, on ne peut pas faire ça avec une passoire thermique. Panneaux photovoltaïques, batterie, pompe à chaleur et tout ça piloté externellement. Donc on connaît leurs contraintes et on s'assure qu'ils auront toujours un confort, toujours l'eau chaude quand ils ont besoin de prendre une douche, toujours chaud ou froid chez eux en fonction de la température dehors. Et c'est nous qui piloterons, mais eux savent qu'ils n'auront pas de facture d'électricité pendant 10 ans. Pierre-Étienne, ça vous laisse L'hydrogène gratuit. Rêveur. Pas tout à fait là. Alors c'était ma question. Tout à fait l'idée. C'était ma question parce qu'on voit des intervenants, on voit Pierre, on voit Céline qui disent aujourd'hui il y a un payback sur ces questions-là. J'ai l'impression que, alors vous pouvez contester ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'on est un peu loin côté hydrogène parce que l'hydrogène c'est pour le coup quelque chose qui sert véritablement à décarboner des usages qu'on ne sait pas décarboner sans l'hydrogène. Donc au-delà d'une véritable volonté politique, peut-être environnementale, est-ce qu'il y a derrière une logique économique ? On ne peut pas faire de miracle. Une énergie secondaire, en général, c'est plus cher qu'une énergie primaire. Donc si on remplace de l'électricité ou qu'on remplace une molécule, une énergie primaire fossile par en fait de l'électricité recombinée pour faire de l'hydrogène, en général, c'est plus cher. Donc il faut des règles. Et donc il faut transposer les règles si on veut aller vite. Et donc la problématique que l'on a, et qui est illustrée par le fait qu'on n'a pas de consensus sur un sujet qui pourtant devrait en être un, puisque l'Europe a la chance, entre guillemets, d'avoir à la fois besoin de développer une indépendance énergétique, donc de sortir du fossile, parce qu'on n'a pas de fossile, et en plus, au travers de ça, régler une ambition climatique qui lui permet de préserver une forme de leadership probablement morale, mais aussi
scientifique, technologique et peut-être industriel demain. Bon. Donc, on a mis en place un plan de transition. Il y a eu Fit for 55, on l'a accéléré avec REPowerEU, puis on a oublié que le fossile pouvait être compliqué. Donc, avec le détroit d'Ormuz, on est en train d'y revenir. Mais les transpositions des réglementations RED 2, RED 3, je passe sur les détails, qui imposaient au monde des transports, au monde de la chimie, au monde de l'acier de progressivement décarboner une partie de leur process, sont toujours lost in translation. Bon. Et donc, il y a peut-être 7 pays en Europe qui ont vraiment transposé ces règles et qui déploient. En France, non seulement la transposition n'est pas déployée, mais le fameux paquet d'ADU, qui est ce paquet de transposition réglementaire, semble être repoussé maintenant, potentiellement après les prochaines présidentielles. Ce qui nous fait perdre un an de plus. Or, tant que ces transpositions ne sont pas là, les acteurs économiques n'ont pas d'intérêt économique à basculer juste pour faire plaisir à leurs enfants. Parce que ça coûte un peu plus cher. Ça ne coûte pas toujours beaucoup plus cher, mais ça coûte un peu plus cher. L'impact de passer sur de l'engrais vert au niveau d'un agriculteur, c'est peut-être 30% de plus du prix de l'engrais. Au niveau du céréalier, c'est peut-être 20 à 10%. Au niveau de la baguette de pain, c'est 1%. Mais si on n'a pas fait la transposition sur l'ensemble de la chaîne, c'est compliqué. Et tant que l'État français ne le fait pas, eh bien les acteurs qui sont en développement de projet ne peuvent pas avancer. Donc le premier sujet, c'est ça. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a aussi des politiques publiques de soutien au financement des premiers qui basculent. Bon. Madame Pannier-Runacher, en août 2023, annonce un plan de ce qu'on appelle le Contract for Difference pour payer l'hydrogène vert et aider à son déploiement, qui devait être donc déployé il y a maintenant 3 ans, qui représentait plusieurs milliards. Aujourd'hui, on a péniblement déployé 100 mégawatts, c'est-à-dire à quelques centaines de millions. C'est compliqué pour des développeurs qui sont ceux qui construisent l'énergie de demain et l'industrie de demain et qui construisent votre demande. L'alimentation de RTE, l'alimentation d'Enedis et l'alimentation et la justification des prochaines centrales qui représentent ceux que l'on déploie nous-mêmes, c'est déjà presque 5 milliards d'euros de projets. Les projets que l'on suit, c'est presque 12 TWh de demande électrique. Tant qu'il n'y a pas de transposition et que les règles ne sont pas claires, comment voulez-vous prendre des décisions de milliards d'euros d'investissement ? Donc le premier sujet, c'est ça. Le deuxième, c'est plutôt pour nos politiques en vue de la présidentielle. Il faut quand même arrêter de jouer un peu trop avec ce mot de souveraineté sans savoir ce qu'on met derrière. Moi, je suis fasciné par l'accélération générale du monde pour construire partout des data centers. Je sais que c'est très bien pour les équipementiers électriques, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de demandes. Mais attention, parce que dans 2 ans, il n'y aura plus de place pour les industries que l'on veut préserver, pour les emplois que l'on veut créer, et pour notre souveraineté énergétique et notre souveraineté en fuel pour nos réserves stratégiques. Parce que la demande électrique des data centers est considérable. Quel est le gain des data centers pour la souveraineté d'un pays ? Il existe, mais il faut le définir. L'électron devient un paramètre de souveraineté. Et il serait bien que les hommes politiques demain définissent quelles sont les règles de priorité dans l'allocation des projets de demande massive d'énergie pour être sûr que les décarbonations stratégiques du pays sont faisables. Nous vivons nous-mêmes dans d'autres projets, dans d'autres pays du monde, le même sujet. La France n'est pas la seule concernée, mais comme la France est très attractive, à la fois par la puissance de son parc nucléaire et le coût de son énergie, mais aussi par sa connexion en fibre optique avec l'ensemble de l'écosystème mondial de circulation des données, il est critique de savoir où on commence et où on s'arrête. Et le deuxième sujet de souveraineté, c'est bien de dire qu'il faut faire attention avec les Chinois, mais si on ne travaille pas avec les Chinois, nous ne rattraperons pas la compétitivité dont on a besoin, donc il faut trouver un moyen de les faire venir travailler chez nous. En tout cas, il faut définir ce que veut dire la souveraineté quand on parle en tant que puissance moyenne comme la France, vis-à-vis de superpuissances qui sont autour de nous. Et je pense que le dialogue avec les Chinois devrait être retravaillé dans cette optique si on veut être capable de décarboner sérieusement, de manière compétitive, tout en relocalisant une partie des emplois. Pardon, Thierry, mais si je traduis ce que vous venez de dire, vous craignez quelque part que l'accélération de l'installation des data centers fasse qu'on n'ait plus d'électricité disponible pour d'autres usages qui sont tout autant critiques. Absolument. On le vit déjà dans certains pays.
les courbes de croissance de la demande de l'électricité pour les data centers et pour d'autres types d'usages type crypto-monnaie sont exponentielles. Et donc aujourd'hui, c'est pas grave, c'est très bien, mais ce serait bien de s'assurer que la valeur ajoutée créée en deçà de la capture de l'électron se mesure aussi en investissement, en retour en termes de souveraineté d'accès aux données ou de stockage de données, se retrouve en termes d'emploi, et accessoirement de définir des priorités de délestage, parce que les problèmes de pic de demande, le jour où vous allez avoir un hôpital qui s'arrête parce que le data center fonctionne, on va avoir des débats. Hein. Donc on a un peu intérêt à faire attention aux règles de priorité, pas maintenant, mais dans les 2-3 ans qui viennent, ça risque d'arriver, et ça sera un problème. Jérôme, on sait que votre Renault 5, vous l'avez beaucoup mis en avant, c'est une voiture qui vous permet de faire notamment du V2G, du véhicule to grid, c'est-à-dire d'envoyer de l'électricité sur le réseau et évidemment d'en recevoir. Comment vous voyez demain? Demain, vous voyez comme un électricien, comme... Bon, on m'a souvent dit qu'une voiture électrique, c'était en gros une batterie électrique, mais qui était mobile 5% du temps. C'est quoi demain l'avenir de Renault dans le secteur énergétique? En tout cas, effectivement, la situation des constructeurs automobiles est tout à fait challengée et ça crée un monde d'opportunités, cette électrification, puisqu'effectivement, les voitures électriques sont des batteries sur roues, fondamentalement, et constituent un réservoir de stockage absolument gigantesque et donc un outil de flexibilité. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Céline, je crois que tu l'as parfaitement exprimé. Il y a énormément de choses qu'on partage et je crois qu'on a une feuille de route qui est assez parallèle finalement, assez proche. Ce qu'on doit absolument préserver, c'est une forme de simplicité pour nos clients. Tous les mécanismes dont on parle, la flexibilité, le stockage, etc., un client, il faut que ça reste le plus neutre possible pour lui. Il faut que ce soit très simple et que ce soit source d'économie pour le client. Donc c'est vraiment notre cap. Faire en sorte qu'avec la charge bidirectionnelle, on puisse réduire significativement le coût de la charge de la voiture. Alors le chiffre de 4 € au 100 km que je donnais tout à l'heure, il tient compte d'un mix en fait, entre la recharge à la maison et la recharge en itinérance. La recharge en itinérance étant plus chère que la recharge à la maison. Mais il faut effectivement que la recharge à la maison soit la moins chère possible. Et pour ça, effectivement, les mécanismes de recharge intelligente et de recharge bidirectionnelle sont des enjeux majeurs. Donc on ne va pas tout faire nous-mêmes. On est évidemment habitué en tant que constructeur automobile à travailler avec des partenaires, des fournisseurs, c'est dans notre ADN. C'est vrai pour tout un tas d'activités, c'est vrai aussi pour l'énergie, pour la recharge. Donc on travaille avec des acteurs comme Octopus par exemple, et d'autres, voilà, pour essayer de faire de cette recharge bidirectionnelle une réalité commerciale tangible le plus rapidement possible. Ayant en tête que dans certains pays, par exemple les Pays-Bas, c'est une nécessité vitale en fait. Vous avez aujourd'hui une telle pression sur le réseau néerlandais que aujourd'hui, par exemple à Utrecht, où j'étais la semaine dernière, un client ne peut plus installer une borne unidirectionnelle, on ne lui donne pas le raccordement au réseau. On lui donne le raccordement à condition que la borne soit bidirectionnelle pour que la voiture puisse contribuer à l'équilibre du réseau. Alors Dieu merci, on n'en est pas là aujourd'hui en France, mais il faut se préparer puisque l'augmentation de l'électrification, ça va aussi créer une forme de pression sur les réseaux. Et donc la voiture électrique ne sera pas un problème, mais une partie de la solution, ce qui est une révolution. On doit, nous, en tant que constructeurs, bien sûr, en bénéficier. C'est une forme de nouvelles frontières pour nous, de nouveaux business, et on doit aussi et surtout en faire bénéficier nos clients. Pour tout ça, on doit avoir un cadre, je dirais, réglementaire le plus favorable possible. Je pense à des choses comme l'interopérabilité des bornes par rapport au réseau, la facilité du processus de certification des bornes. Tout ça est un peu technique, mais il y a un cadre réglementaire qui doit absolument s'améliorer, toujours avec le souci de la stabilité, je crois que chacun de nous appelle de ses voeux. Un mot aussi peut-être sur la recharge en itinérance, parce que c'est également un enjeu absolument majeur. On doit continuer à mailler le territoire. Alors Renault s'y emploie modestement, et évidemment, ce n'est pas le job uniquement des constructeurs de faire ça, mais on y prend notre part. Et là aussi, il y a des choses très concrètes qu'on peut améliorer. Madame Vargon parlait tout à l'heure des questions de raccordement. Nous, on le vit très concrètement, puisqu'on a aujourd'hui quelques stations de recharge rapide qui sont ouvertes, mais qui ne sont pas encore raccordées. Donc évidemment, c'est des stations qui ne sont pas forcément opérationnelles, par exemple cet été, lorsque les clients rouleront. Voilà, donc on voit qu'il y a toute une série de petites choses qu'il faut qu'on améliore, nous en tant que constructeurs, mais pas tout seul, et c'est bien l'enjeu de cette filière qu'on est en train de créer tous ensemble.
Et regardez le micro parce que ça m'intéresse. En fait, vous êtes quelque part un observateur, ou en tout cas maintenant vous êtes partie prenante du secteur de l'énergie. Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes tombé dans cette marmite là du système électrique? Alors c'est une bonne question, beaucoup de choses en fait, parce que quand on vient du monde du pétrole, finalement quand on est dans l'automobile, on connaît le pétrole. C'est des mondes qui sont complètement différents. La première chose, c'est le caractère très national et local des écosystèmes. C'est-à-dire que par rapport au pétrole, qui est un marché global, évidemment, le marché de l'électricité, ce sont des réalités très nationales, voire locales. Donc ça, c'est le premier élément. Donc il faut absolument créer les bons écosystèmes dans chaque pays. Et il n'y a pas de solution magique qui peut marcher partout, même si des acteurs comme Octopus sont en train de challenger tout ça en essayant d'avoir une approche internationale. Je fais ta promo. Hein, le deuxième élément qui, je pense, est frappant quand on vient de l'ancien monde, finalement, c'est toutes les opportunités, notamment avec le fait que l'électricité a des variations de prix spot intraday absolument phénoménales, l'absence de capacité de stockage, donc on en revient à ce qu'on disait précédemment, ça crée des opportunités gigantesques, et l'espèce de rêve de pouvoir rouler gratuit, bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement hors de portée. Hein. Je fais souvent la comparaison avec la téléphonie mobile. 2 heures de data, enfin de communication de téléphone portable dans les années 2000, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, alors que les usages ont explosé, on ne compte plus la data. Donc, je ne sais pas si ça se passera exactement comme ça pour l'électricité et les voitures, mais en tout cas, c'est quand même bien la cible et c'est bien la tendance. Et donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas du tout dans l'ancien monde. Donc c'est vraiment pour nous, et je parlais tout à l'heure de la chaîne de valeur dans son ensemble, c'est pour nous une forme de révolution, et Renault est évidemment très fier d'avoir pris des positions en avance de phase par rapport à beaucoup de ses concurrents. Et voilà, notre position de leader aujourd'hui en France nous incite à évidemment poursuivre dans cette voie. Je rebondis sur ce que vous disiez sur la dimension très très locale en fait des environnements. Et puis on a des acteurs ici, là, je pense à Guillaume et puis même Pierre, vous êtes France, mais j'imagine que vous avez une vision aussi au niveau mondial. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels vous vous dites, tiens, eux, ils ont compris quelque chose parce qu'ils vont plus vite en matière d'électrification? Moi, j'en ai un en tête, c'est les pays du Nord et l'Allemagne, qui, de façon très concrète, ont pris, depuis plusieurs années, ont mis en place une priorisation du choix dans les permis de construire de l'énergie qui est utilisée. Très concrètement, il faut, quand on construit un bâtiment ou une usine, petit 1, regarder si la géothermie et le stockage géothermique est possible. Oui, non. Si oui, c'est obligatoire. Et on va stocker de l'intersaisonnier entre le chaud et le froid. Petit 2, si la géothermie n'est pas possible, on va aller regarder est-ce qu'il existe un réseau de chaud et de froid disponible dans le secteur. Oui, non. Si c'est oui, c'est obligatoire. Petit 3, tu électrifies. Petit 4, le gaz non. Et donc c'est en place et on voit la transformation massive. Vous évoquiez les Pays-Bas tout à l'heure. Il y a plusieurs milliers maintenant aux Pays-Bas d'ATES, donc de stockage intersaisonnier électrique, où on va stocker du chaud et du froid de façon alternative dans le sol, avec des rendements qui sont incroyables. Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont une grille qui est complètement saturée, donc ils n'ont pas le choix. Donc l'absence de choix les a forcés à être créatifs, mais ils l'ont traduit de façon concrète dans un arbre de choix. Géothermie, réseau, électrification. Le gaz, no way. Et c'est en place et ça marche. Je pense que c'est très concret, c'est bien. Vous voulez dire que nous, le fait qu'on ait de super réseaux en France, quelque part, c'est un inconvénient Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a une chance incroyable, c'est d'avoir de l'énergie décarbonée, stable, disponible, mais qu'il faut aller, et c'est peut-être à un moment donné, tu me disais, est-ce que j'ai un souhait à faire? Qu'est-ce que ce serait? Moi, je pense que le gouvernement a sorti au mois d'avril un plan d'électrification d'une 20aine de mesures. Il est très bon ce plan. Il est très bon ce plan. Mettons-le en œuvre. N'en changeons plus. Il est très bon. On parle d'électrification du transport routier lourd. C'est un vrai sujet. Ça marche. Les camions électriques aujourd'hui, ce n'est pas un fantasme, mais c'est une réalité. Il faut électrifier. On parle dans le monde d'Enedis de l'accélération, de l'industrialisation des zones industrielles, comme on l'avait fait pour les renouvelables il y a quelques années. C'est essentiel, c'est attendu, ça marche. On parle de fiches de C2E pour l'industrie. Alors, on regrette, il n'y en a que 3, il manque celle sur les fours électriques, mais peut-être que ça viendra, mais il faut les maintenir. Ça permettra de résoudre le payback des choix industriels avec une énergie disponible dont le prix est stabilisé. Ça marche. Voilà, donc on a aujourd'hui en France des bonnes mesures qui ont été proposées. Faisons-le.
Très bonne conclusion. Guillaume. Oui, je revenais à la question sur quels sont les pays auxquels je pense. Et effectivement, il y a pas mal de pays qu'on voit dans notre système qui sont un petit peu plus en avance sur la question du stockage et sur la question de la flexibilité, c'est vrai. Très souvent, d'ailleurs, à cause de la contrainte, c'est vrai, hein, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit l'Australie, que ce soit l'Allemagne, la contrainte, soit qu'elle soit politique, soit qu'elle soit technique, a créé cette sensibilité. Et je pense qu'à un moment donné, ça deviendra un avantage parce qu'on voit de plus en plus ces systèmes de stockage croître un peu partout dans le monde et pas forcément à la même vitesse en France. Et puis l'autre pays auquel je pensais, c'est un peu la Chine aussi. Mine de rien, la Chine a utilisé la taille de son marché, une démocratie assez directive, disons, pour créer un marché. Et mine de rien, quand on veut faire de la politique industrielle, on peut donner toutes les aides qu'on veut. À la fin, ce qui marche, c'est de créer un grand marché. C'est de créer un grand marché par de la réglementation, en poussant les feux de l'adoption, soit du véhicule électrique, soit de la pompe à chaleur, soit de tout ce qu'on veut. Et ça, je pense qu'il y a un enseignement à en tirer, parce que quand on regarde 10 ans après, 20 ans après, ils ont une industrie, parce que comme ce sont des industries dans lesquelles il y a un effet d'échelle assez important, mine de rien, hein, qu'on parle de photovoltaïque, qu'on parle de véhicules électriques, etc., finalement, ils se sont constitués une position industrielle assez forte, même dominante, sur des sujets qui sont de manière évidente des sujets du futur. Et je pense qu'il est, effectivement, comme tu le disais, il n'est pas trop tard pour avoir une politique industrielle de ce type, sans doute qui passera aussi par des associations avec la Chine, mais je crois qu'il faut avoir les yeux ouverts là-dessus. Il faut créer un marché, il faut le protéger, si on veut que cette opportunité d'électrification soit aussi une opportunité industrielle pour nos pays. Très clair. Écoute, on arrive bientôt à la fin de cette table ronde. Il y a un sujet dont je me voudrais de ne pas en parler parce qu'il a été évoqué lors des réunions préparatoires et je sais que c'est un sujet qui pose problème, en tout cas sur lequel un grand nombre de membres de l'UFE sont très très attentifs. C'est la question des ressources qualifiées. Parce que tout ça, l'électrification va nécessiter des ressources qualifiées, des ingénieurs, mais aussi des techniciens, des installateurs. On sait en France qu'aujourd'hui on est en train de vivre un crash démographique, on va l'appeler comme ça. Comment vous voyez ce futur? Alors ça ne se pose pas tout de suite, mais ça va arriver plus vite qu'on ne le croit, ces concurrences de qualification? Moi, je n'ai pas de solution, mais très vite, je peux dire que quand on parle de data center, alors je ne sais pas s'il faut se poser la question tout de suite de l'arbitrage des quantités d'électricité entre data center et autres usages au moment où on se plaint de l'électrification des usages. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, où évidemment la situation est très différente, il y a compétition sur les ressources d'installation, très clairement. Et nous, on voit évidemment la partie data center de notre activité croître très vite, et le reste décroître, et décroître très probablement en partie par manque de capacité d'installation. Moi, j'aurais une autre vision des choses. En France, nous sommes 32 000. Nous recrutons entre 4 500 et 5 000 personnes par an. Donc oui, il y a un énorme enjeu de compétences, et on en parle très souvent avec Marianne, on a créé des écoles de formation. Nous, il y a deux axes. Le premier, c'est former. Chez Equans, nous avons aujourd'hui 10 académies de formation où nous embauchons des gens qui ne sont pas forcément des électriciens et que nous amenons électriciens du nucléaire, électriciens de la transmission, électriciens dans différents secteurs d'activité. Et puis le deuxième axe, qui est un sujet industriel et qui nous rassemblera, c'est que le monde de l'installation va beaucoup évoluer. On va de plus en plus vers de la préfabrication. On va fabriquer de plus en plus de modules qui vont nous permettre de déplacer une partie de l'activité qui était sur le terrain à assembler vers une activité de skid ou de pré-modules qui sont faits dans des usines et qui derrière sont assemblés sur site. Et c'est une évolution naturelle qui existe aux États-Unis depuis maintenant quelques années, où en fait la même quantité de travail doit être produite, mais à des endroits différents et avec une productivité différente. Donc moi je vois ces deux axes-là, c'est une bonne nouvelle, ça créera des emplois et il faut former, il faut que les industriels soient solidaires entre eux pour tous contribuer à former, c'est un avenir pour nos jeunes. Et puis les modèles d'industrialisation vont évoluer. Je dirais que c'est assez primordial parce qu'effectivement, si on n'a pas la bonne pédagogie, si on n'a pas des gens formés, les solutions sont mal installées. Et c'est là qu'on a toute cette idée reçue, ces problèmes de pédagogie dont on parlait. Parce qu'une pompe à chaleur qui brûle une fois, on en entendra parler à 1000 repas en famille, alors qu'une pompe à chaleur qui marche bien, on n'en entend jamais parler parce que c'est pas très intéressant. Et on a des filières aussi, par exemple,
On a énormément d'installateurs, d'artisans qui vont installer des chaudières à gaz ou les maintenir, etc. Qui maintenant, normalement, on installe de moins en moins de chaudières à gaz. Et donc, c'est aussi permettre aux gens de se reconvertir. Et effectivement, nous, c'est pareil, on a nos propres installateurs en interne, mais on ne recrute pas des gens qui savent déjà faire. Il faut former et il faut permettre aussi à nos réseaux d'artisans de se former et de continuer à exister parce qu'on a cette force en France d'avoir un réseau d'artisans très fort. Je veux dire qu'effectivement, derrière l'électrification, c'est de l'industrie. Et donc, c'est toutes les ressources de la construction d'un projet qui sont mises en jeu. Et on voit des tensions sur les ressources de construction, sur l'accès au terrain, sur l'accès aux capitaux, dans plusieurs pays, du fait de cette tendance d'électrification. Donc, ça concerne tous les métiers d'ingénieur. Donc, il faut renforcer encore nos écoles d'ingénieurs. Un mot très rapide pour Renault. On a fait de la France, nous, vraiment le berceau de l'électrique, hein, à la fois d'un point de vue de l'ingénierie, du point de vue des usines. Donc la transformation des compétences, elle a lieu très rapidement, et notamment en France. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit s'agissant des installateurs. Je pense que c'est un point absolument clé. On le voit, la qualité de l'installation pour nos clients, quand on met une borne de recharge chez eux, c'est fondamental et on a certainement des progrès encore à faire. Voilà. Et puis un mot aussi peut-être pour notre réseau de distribution, puisque le monde de l'électrification, ça a des conséquences fortes. Donc l'enjeu des compétences et de la transformation de ces compétences est clé, absolument. Bien. Pierre, Céline, Guillaume, Jérôme et Pierre-Étienne, merci beaucoup pour cette table ronde, très très riche sur l'électrification.